Lyon est la capitale des Gaules, c'est aussi et surtout la capitale mondiale de la gastronomie depuis 1935. Et c'est dans ces nombreux bouchons que l'on pourra déguster quenelles, cervelles de canut, têtes de veau, pieds de cochon grillés, gâteaux blonds de foie de volaille, tabliers de sapeur et bien d'autres gourmandises du même genre, dont nous nous régalons ce soir à la Meunière, l'un des bouchons les plus authentiques de Lyon. Promenade matinale le long de la Saône à la recherche du quai d'embarquement pour une promenade fluviale qui ne fonctionne qu'à partir du mois d'avril. Bon tant pis. Place Bellecour, élément majeur de la ville, d'une superficie de plus de 6 hectares, c'est la place piétonnière la plus grande d'Europe. En son centre, depuis 1825, la statue équestre de Louis XIV qui remplace la première statue érigée en 1713, détruite en 1793 au cours de la Révolution en tant que symbole de la royauté. Un autre symbole de la ville, Paul Bocuse, il a lui aussi sa statue. Et c'est maintenant Ella, notre petite fille résidente lyonnaise pour quelques jours encore, qui prend les choses en main pour une visite approfondie des endroits réputés de la ville. À commencer par la colline de Croix-Rousse, où, si le ciel avait été de la partie, un joli panorama nous était promis. Nichée sur la colline qui travaille, par opposition à Fourvière, la colline qui prie, Croix-Rousse est un lieu chargé d'histoire et de culture. Aujourd'hui, c'est un quartier touristique et artistique, et c'est un peu l'esprit bohème que l'on ressent en se baladant à travers ces petites rues et ruelles en pente qui regorgent de galeries, petits ateliers, cafés branchés, restos, dans un décor très street art. Ancien quartier des Canuts, célèbres ouvriers tisseurs de soie qui ont fait de Lyon la capitale de la soierie, on retrouve ici les traces de son passé ouvrier. On pourra admirer, accrochés aux pentes de la colline, les ruines du plus ancien amphithéâtre de Gaulle, quand Lyon s'appelait encore Lugdunum. Il pouvait accueillir jusqu'à 20 000 personnes. Au pied de la colline, la grande fresque des Lyonnais célèbres, où sont représentés entre autres Paul Bocuse, Bernard Pivot, Frédéric Dard et même l'abbé Pierre. En empruntant la passerelle Saint-Vincent, nous quittons la rive gauche de la Saône pour la rive droite et atteindre le quartier le plus touristique de la ville, le Vieux-Lyon. C'est vieux, c'est beau, c'est vivant, c'est gourmand, c'est le cœur historique et émotionnel de la ville, un quartier qui s'est développé surtout entre le XVe et le XVIIe siècle. On y boit, on y mange, on y chante parfois. C'est l'endroit idéal pour qui veut comprendre l'âme de la cité. On y rencontre Guignol, la marionnette emblématique de Lyon, créée en 1808 par Laurent Mourguet, à qui l'on a érigé un petit monument pour l'honorer. Le Vieux-Lyon est réputé aussi pour ses petites ruelles pavées et ses traboules, ses passages pour piétons à travers des cours d'immeubles qui permettent de se rendre d'une rue à une autre. Si on a pu répertorier 315 de ces traboules à travers toute la ville, aujourd'hui plus de 95% ne sont plus accessibles au public, fermés par les propriétaires pour se protéger des visiteurs, des hordes de touristes, mais aussi et surtout des incivilités et des trafics en tout genre. Au 16 de la rue du Bœuf, au bout d'un long couloir, une miraboule, sorte de traboule, mais sans issue,
se trouve l'un des plus remarquables édifices du quartier. La très jolie tour rose, édifiée au XVIe siècle, haute de 4 étages et ajourée de belles ouvertures. C'est ici que résida Henri IV quelques jours en l'an 1600, lors de son mariage avec Marie de Médicis. À 2 pas de la tour rose, l'horloge Charvet, du nom de son créateur, surnommée aussi l'horloge aux guignols. Et pour la voir fonctionner, il faut être ponctuel. À chaque heure de la journée, Guignol et Niafron vous donneront l'heure en frappant les cloches de leur marteau, imités par Polichinelle et Harlequin à l'étage du dessous. C'est en arrivant sur la place Saint-Jacques que se termine le Vieux Lyon. Depuis cet endroit, on peut déjà avoir une très jolie vue sur le haut de la colline de Fourvière et de sa basilique Notre-Dame, un des plus beaux fleurons architecturaux de la ville. Mais visitons d'abord la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Il aura fallu 3 siècles pour la construire, mélangeant les types romans et gothiques. La cathédrale Saint-Jean est surtout réputée pour ses vitraux, qui sont de véritables trésors de lumière et de couleur. Certains de ces vitraux remontent au XIIe siècle, ce qui les classe parmi les plus vieux vitraux gothiques de France. De chaque côté de la nef, on trouve de jolies petites chapelles aux sculptures délicates taillées dans le calcaire. Haute de 9,35 m, une merveille du XIVe siècle, l'horloge astronomique. Elle ne se cantonne pas de donner l'heure, elle indique aussi les phases lunaires, les dates liturgiques, la position des planètes, le calendrier des saints. Un véritable chef-d'œuvre de mécanique et de précision. Pas encore sorti de la cathédrale que déjà nous voyons notre prochain objectif, la basilique de Fourvière. Afin d'éviter la longue et pénible ascension de la colline, nous emprunterons la ficelle. C'est comme ça que les Lyonnais surnomment leur funiculaire. Du haut de la colline qui prie, c'est l'emblème de la ville. La basilique Notre-Dame de Fourvière à l'architecture singulière, aux aspirations byzantines, gothiques et romanes, longue de 86 mètres et dotée de 4 tours s'élevant à 48 mètres. En entrant, on est envahi par la qualité de sa beauté. Marbre de Carrare, granit rose, marbre bleu de Savoie, onyx, ébène, ivoire rivalisent avec les éclats d'or et d'argent. Véritable chef-d'œuvre, les murs de la basilique s'illuminent de scènes sacrées entièrement faites de mosaïques, une explosion de couleurs, d'or et de lumière. Un travail d'une grande minutie. Il aura fallu 1,5 million de tesselles, petites pièces de verre colorées, de marbre ou recouverts d'or, assemblées une à une par des artisans italiens pour composer ces 6 fresques, créant un décor incomparable de 50 mètres carrés. En levant les yeux, un plafond hors du commun. 3 coupoles décorées de mosaïques dorées, de motifs fleuraux, de figures angéliques reposant sur 16 colonnes de pierre cannelées délimitant la nef de la basilique. Ce décor majestueux fait assurément de la basilique Notre-Dame de Fourvière l'un des plus beaux monuments religieux de France et des environs. La colline de Fourvière est le lieu de naissance de Lugdunum, la capitale des Trois Gaules. On y trouve donc des vestiges archéologiques gallo-romains, comme l'Odéon ou le théâtre antique.
C'est l'empereur Auguste qui le fera construire en l'an 15 avant notre ère. Il pouvait contenir jusqu'à 10 000 spectateurs. La visite sur la colline de Fourvière se termine par le jardin des curiosités qui offre une vue panoramique sur la ville et les rivières qui la traversent. Puis il nous a fallu redescendre la colline, pas à cheval comme le dit la chanson, mais à pied. On passe devant, on s'arrête. Les ateliers de Marinette, petit magasin plein de charme, très connu à Lyon. Un vrai petit paradis pour les amoureux des 60s et du temps passé. Plein de petites choses qui rappellent une époque aujourd'hui révolue. Vieilles affiches, vaisselle ancienne, articles publicitaires, vêtements vintage, photos anciennes et mille et une babioles d'époque qui nous rappellent le bon vieux temps. Au café des négociants, café chic et cher, nous appartiendrons le temps d'un café crème à la gentry lyonnaise. Aujourd'hui, nous voici livrés à nous-mêmes. Notre petite fille Ella, qui nous servait de guide, ayant une obligation immanquable, c'est son dernier jour de son statut d'étudiant. Demain va commencer une nouvelle vie. Alors nous, on a foncé au hall Paul Bocuse, la Mecque de la gastronomie, avec un grand G. Pas folle la guêpe. À midi, Ella nous avait donné rendez-vous à la brasserie Georges, une autre institution lyonnaise créée en 1836, ayant accueilli dans sa longue carrière quelques personnalités célèbres, comme Jules Verne, Zola, Rodin, Léon Blum, les frères Lumière et même Mistinguett. Les jours de fête, on peut y servir jusqu'à 1400 couverts. L'accueil est sympathique et souriant. À la carte, que des classiques, gratiné au madère, tête de veau gribiche, andouillette de la maison Bobos, tartare préparé devant le client, et le dessert signature qui a fait la renommée de l'établissement, la fameuse omelette norvégienne. Et si d'aventure vous déjeunez chez Georges, offrez-vous le plaisir d'un petit mensonge glissé à l'oreille du maître d'hôtel que c'est l'anniversaire de votre petite fille. Après ces folles agapes, chacun reprend ses activités, nous, celles de touristes impénitents. Le mur des Canuts, avec ses 1200 mètres carrés, c'est le plus grand mur peint d'Europe. Il rend hommage aux ouvriers soyeux du 19e siècle qui travaillaient dans ce quartier. Une petite grimpette, pas appréciée de tout le monde, pour rejoindre les jardins des Chartreux, qui nous offre une jolie vue sur les toits lyonnais et la basilique de Fourvière. De retour sur les bords de la Saône, on retrouve avec plaisir ce beau panorama que nous offrent les quais bordant la rivière. La visite de la ville se terminera au quartier des Confluences, Lyon étant la seule ville au monde, avec Pittsburgh aux États-Unis, à posséder le confluent de deux fleuves, la Saône se jetant ici dans le Rhône.
La municipalité a d'ailleurs eu l'idée d'y faire ériger un musée à l'architecture audacieuse où l'acier, le béton et le verre se marient harmonieusement pour créer cette superstructure futuriste et qui attire immédiatement le regard. 3000 m² d'exposition sur 4 étages, faites de collections permanentes et de collections temporaires qui nous invitent à la réflexion et à la découverte de notre monde et quelle place y occupe l'humain. Différentes salles d'exposition nous présentent aussi toutes sortes d'animaux terrestres ou marins de toutes les régions du globe. Particulièrement impressionnante la partie paléontologique du musée qui peut s'enorgueillir de posséder près de 240 000 spécimens allant des mammouths pour les plus gros aux ammonites pour les plus petits, provenant pour la plupart de gisements français. Ce musée des confluences, très didactique, qui jouit d'un franc succès auprès du corps enseignant, draine chaque jour un grand nombre d'écoliers et d'étudiants qui trouveront ici, peut-être, réponse à leurs questions. Au 4e étage, une terrasse panoramique offre une jolie vue sur la cité, mais aussi sur le Rhône qui, au bout de la presqu'île sur laquelle le musée est bâti, se verra rejoint par la Saône pour ne faire plus qu'un jusqu'à la Méditerranée. Et pour terminer notre séjour lyonnais, petite balade nocturne dans les quartiers illuminés de l'hôtel de ville et de l'opéra.